Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur du Danemark. Un pays fascinant. Ah oui, absolument. On va parler géographie, histoire, culture et même météo danoise. Vous êtes prêts? Prêt à explorer le Danemark. Parfait. Vous vous souvenez de ce fameux sandwich à 21 dollars dont je vous parlais? Ah oui, Figurez-vous que c'était au Danemark. c'est vrai. Ça vous donne une petite idée du niveau de vie là-bas? Oui, le Danemark, ce n'est pas juste des Lego et des contes d'Anderson. Non, bien sûr que non. C'est un pays nordique, le plus au sud de la Scandinavie, mais avec une géographie vraiment particulière. On le décrit souvent comme le lien entre l'Europe et la Scandinavie. Exactement. Un lien voué. Dites-moi plus. Imaginez, le Danemark, c'est d'abord la péninsule du Jutland, rattachée à l'Allemagne. Oui. Et puis, il y a plus de 1400 îles. 1400 îles, c'est énorme. Oui, mais seulement 64 sont habitées. Ben, d'accord. Les plus importantes, c'est la Sealand, où se trouve Copenhague, la capitale, et puis Fioni, qui est reliée à la Sealand par un pont impressionnant, le pont du Grand Belt. Ah oui, j'ai vu des photos, c'est magnifique. Et le Groenland et les îles Féroé, ça compte aussi. Alors, oui et non. Expliquez-moi ça. Ce sont des territoires autonomes avec leur propre gouvernement, mais ils font partie du royaume du Danemark. Donc, ils dépendent du Danemark pour certaines choses. Exactement. La défense, la justice, la monnaie. Je vois. C'est un peu comme un lien aussi, finalement. Ah oui, on peut dire ça comme ça. Le Groenland, par exemple, c'est immense, recouvert de glace à 80% et habité principalement par des Inuits. Waouh. Et les îles Féroé. Les Féroé, elles sont volcaniques, avec des paysages à couper le souffle. J'imagine. Tout ça me rappelle que le Danemark a un passé colonial assez étonnant. Ah oui. Ils ont tenté de bâtir un empire colonial s'étendant jusqu'aux Caraïbes et même à l'Inde. Incroyable. Mais contrairement aux autres grandes puissances européennes, ils ont fini par vendre la plupart de leurs colonies. Oui, c'est vrai. Pourquoi? C'était juste une question d'argent. Alors, la raison principale, c'était effectivement financière. L'entretien des colonies coûtait plus cher que ce qu'elles rapportaient. D'accord? Mais il y avait aussi, semble-t-il, une dimension morale. Ah bon? Au XIXe siècle, le mouvement abolitionniste prenait de l'ampleur au Danemark. Contre l'esclavage. Exactement. Et ça a influencé la politique coloniale. Intéressant. Donc la vente des colonies, c'était peut-être aussi une manière pour le Danemark de se démarquer des autres puissances européennes. Possible. Certains historiens pensent que c'était une façon de se forger une image plus progressiste. Oui, je vois. L'histoire coloniale du Danemark est plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, beaucoup plus. Bon, parlons un peu du paysage maintenant. Quand on pense au Danemark, on imagine souvent un pays plat, couvert de champs. C'est un peu cliché, mais il y a du vrai. Ah oui. Le point culminant du Danemark, qui s'appelle Mølløje, ne dépasse pas 170 mètres. 170 mètres. C'est tout petit. Oui, mais attention, le Danemark a aussi de magnifiques côtes, des plages de sable fin. Ah oui. On peut même y faire du surf. Du surf au Danemark, qui l'eût cru. Et oui. Et puis, côté agriculture, le Danemark est très performant. J'ai lu qu'ils produisent assez pour nourrir 3 fois leur population. C'est exact. Ils sont d'ailleurs les premiers exportateurs de sapins de Noël au monde, Ah oui, j'avais lu ça quelque part. notamment le sapin Nordman, qu'on appelle parfois le Rolls-Royce des sapins. Si on veut un beau sapin, direction le Danemark alors. Exactement. Et la météo dans tout ça. On est en Scandinavie, il doit faire froid, il doit neiger souvent. Pas vraiment. Le Danemark, c'est le seul pays nordique qui ne reçoit pas beaucoup de neige. Ah bon? Pourquoi? C'est à cause de sa position géographique. Il est situé sous le courant jet, bloqué par la Norvège et le Royaume-Uni. Ah, je vois. Donc il fait froid, oui, mais il neige rarement. D'accord. Donc pas de paysage enneigé comme en Suède ou en Norvège. Non, plutôt de la pluie et du vent. Un hiver gris et humide alors. Exactement. Ça change des clichés. Et les Danois, hein, comment vivent-ils avec ce climat? Ils s'adaptent. Ils ont un style vestimentaire pratique et élégant. Un peu comme dans les catalogues J. Crew, j'imagine. Oui, tout à fait. L'important, c'est de rester stylé, même sous la pluie. Bien sûr. Parlons un peu des Danois maintenant. Avec plaisir. 5,27 millions d'habitants. Un niveau de vie élevé, un fort sentiment d'égalité sociale. Qu'est-ce qui les rend uniques, à votre avis? Beaucoup de choses. Déjà, ils sont très attachés à la justice sociale. Oui, Ils ont un système de protection sociale très développé, financé par des impôts élevés. c'est le modèle scandinave, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça. Et c'est un modèle qui fait leur fierté. Je comprends. Et l'héritage viking, il est encore présent aujourd'hui. Ah oui, absolument. N'oublions pas que les Vikings sont originaires du Danemark. Oui, c'est vrai. Et leur influence est encore visible aujourd'hui dans la langue, la culture, les noms de lieux.
C'est fascinant. Tiens, en parlant de langue, le danois a la réputation d'être difficile à apprendre, non? Oui, la prononciation est un vrai défi. Ah oui. Des sons gutturaux, des lettres muettes. Aïe, aïe. Il paraît qu'il y a une astuce pour parler danois. Prononcer la première partie du mot et abandonner le reste. Oui. J'adore cette astuce. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, j'imagine. Mais bon, l'anglais est largement parlé au Danemark, non? Oui, surtout par les jeunes générations. Ouf. Mais faire l'effort d'apprendre quelques mots de danois est toujours apprécié. Bien sûr. Au-delà de la langue, qu'est-ce qui définit la culture danoise? J'ai souvent entendu parler du janteloven, c'est quoi exactement? Ah, le janteloven, c'est un concept clé pour comprendre les Danois. Guide-moi plus. C'est une philosophie qui prône l'humilité, l'égalité. Humilité, égalité. Oui, en gros, ça incite à ne pas se mettre en avant, à valoriser le collectif plutôt que l'individu. C'est un peu l'inverse de la culture individualiste qu'on retrouve dans beaucoup de pays occidentaux. Exactement. Et ça a un impact concret sur la société danoise. Ah oui, absolument. Le janteloven façonne les relations sociales, la façon de travailler, la manière de voir le monde. C'est fascinant. Certains disent que ça peut brider l'ambition individuelle, la créativité. Oui, je vois. C'est un sujet qui suscite beaucoup de débats au Danemark. Je comprends. Et le ige, on en parle. Ah, le ige. J'ai l'impression que c'est devenu un mot à la mode partout dans le monde. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr de vraiment comprendre ce que ça signifie concrètement. Le ige, c'est plus qu'un mot, c'est un art de vivre. Un art de vivre. Oui. C'est un sentiment de bien-être, de confort, de convivialité. Difficile à traduire, en effet. Oui. Disons que c'est l'idée de créer une atmosphère chaleureuse et intime, Oui, je vois. de profiter des choses simples de la vie, entouré de personnes qu'on aime. Donc, bougie, plaid, chocolat chaud. On est bien d'accord. Oui, tout ça peut contribuer au ige. D'accord. Mais c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit. Oui, une façon d'apprécier l'instant présent, de cultiver les relations humaines, de se créer un cocon de bonheur. J'aime bien cette idée. On sent que le ige est profondément ancré dans la culture danoise. Ah oui, tout à fait. Dites-moi, ce fort sentiment d'égalité, ce janteloven, ce ige, est-ce que tout cela contribue au fait que le Danemark est souvent classé parmi les pays les plus heureux du monde? C'est fort probable. Le modèle social danois, avec sa protection sociale, son système éducatif performant, son attachement à l'égalité, Oui. tout cela joue certainement un rôle important dans le bien-être des Danois. Et le janteloven et le ige. En favorisant la cohésion sociale, le sentiment d'appartenance, il contribue à créer un climat de confiance, de sécurité. C'est une belle image. Mais il y a quand même ce paradoxe. Le Danemark a aussi un des taux de consommation d'antidépresseurs les plus élevés au monde. Oui, c'est le grand mystère. Comment expliquer cela? Il y a plusieurs hypothèses. Certains pensent que le janteloven, en valorisant la conformité, peut générer une certaine pression sociale. Une sorte de frustration interne. Exactement, on se compare aux autres, on refoule ses ambitions, ça peut peser. Je comprends. Et puis il y a le climat aussi. Ah oui, l'hiver danois est lent, gris. Ça doit peser sur le moral. Le manque de lumière naturelle perturbe la production de certaines hormones, comme la sérotonine, qui est essentielle au bien-être. Je comprends mieux l'attrait des Danois pour le ige, alors. Se créer un cocon de lumière et de chaleur, ça doit aider à compenser. Oui, c'est sûr. Et puis, il ne faut pas oublier la pression de la performance présente dans toutes les sociétés modernes. Ah oui, bien sûr. Réussite scolaire, professionnelle, sociale. Tout cela peut engendrer du stress, de l'anxiété. Donc le modèle danois, aussi performant qu'il soit, ne garantit pas le bonheur absolu. C'est ça, le Danemark nous montre qu'il n'y a pas de solution miracle au bonheur. Chaque société a ses forces et ses faiblesses. Exactement. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on parle un peu de la place du Danemark sur la scène internationale. Avec plaisir. On sait qu'ils sont membres de l'UE, de l'OTAN. Oui. Mais quelles sont leurs relations avec les autres pays, notamment leurs voisins nordiques? Le Danemark est un pays très actif sur le plan diplomatique. Ils ont des liens historiques forts avec l'Allemagne, leurs voisins du Sud. Oui, bien sûr. Ils sont aussi très proches des États-Unis et du Royaume-Uni avec qui ils partagent des valeurs démocratiques. D'accord. Et avec les autres pays nordiques, j'imagine qu'il y a une certaine solidarité entre eux. Ah oui, absolument. Les pays nordiques partagent une histoire commune, des valeurs similaires, un modèle social proche. Une sorte de famille nordique. Oui, on peut dire ça. Ils coopèrent étroitement dans de nombreux domaines. L'économie, la culture, l'environnement. C'est une belle image. Et parmi ces pays nordiques, lequel est le meilleur ami du Danemark?
C'est difficile à dire. Le Danemark a des liens forts avec chacun de ses voisins. Oui. Mais on pourrait dire que la Norvège occupe une place particulière dans le cœur des Danois. Ah bon? Pourquoi la Norvège? Il y a une expression danoise qui dit « La Norvège, c'est la petite amie qu'on a volée à la Suède. » Rérolise. Ça reflète un peu l'histoire mouvementée entre ces trois pays. Ah oui, je vois. La Norvège a longtemps été sous domination danoise, puis suédoise, avant de devenir indépendante en 1905. Exactement. Mais malgré ce passé parfois conflictuel, les Danois et les Norvégiens ont développé des liens d'amitié très forts. Ils partagent une culture proche, j'imagine. Oui, un amour de la nature, un sens de l'humour similaire. C'est une belle histoire d'amitié. On a déjà couvert beaucoup de terrain. Oui, c'est vrai. On a parlé géographie, histoire, culture. Le Danemark est un pays fascinant. Oui, vraiment. Mais j'ai encore plein de questions. On continue notre exploration. Avec plaisir, on reprend notre exploration du Danemark. Avec plaisir. On en était à ce fameux paradoxe du bonheur danois. Pays heureux, fort taux d'antidépresseurs. Comment on explique ça? C'est ça la grande question. Avant de se lancer dans des explications, il faut rappeler que le bonheur, c'est subjectif. Difficile à mesurer, en fait. Oui, on est d'accord. Les classements, basés sur des sondages, ne montrent qu'une partie de la réalité. Donc, les prendre au pied de la lettre. C'est risqué. Oui, c'est sûr. Et puis, la consommation d'antidépresseurs, ça ne veut pas forcément dire mal-être. Ah non. Non. Ça peut aussi refléter un meilleur accès aux soins, une moindre stigmatisation des problèmes de santé mentale. Oui, c'est vrai. Au Danemark, consulter un psy, c'est plus banal que dans d'autres pays. C'est un bon point. Mais alors, ce taux élevé d'antidépresseurs, comment l'interpréter? Plusieurs pistes. Certains chercheurs pensent que le janteloven, en inhibant l'expression individuelle, pourrait générer une sorte de frustration interne. On se compare aux autres, on refoule ses ambitions. Exactement. Et ça peut finir par peser. Une sorte de cocotte-minute émotionnelle à la danoise. C'est une image. Oui. Et puis, n'oublions pas le climat. Ah oui, l'hiver danois. Long et gris. Pas facile tous les jours. Le manque de lumière naturelle perturbe la production de certaines hormones, comme la sérotonine. Essentiel au bien-être, voilà. Donc, le ish, cette recherche de confort, de lumière, Oui, ça prend tout son sens. Oui, se créer un cocon de chaleur quand il fait gris dehors, Ça a été de tenir. forcément. Et puis, il ne faut pas oublier la pression de la performance. Ah oui, bien sûr. Elle est partout, dans nos sociétés modernes. Réussite scolaire, professionnelle, sociale. Exactement. Le Danemark n'y échappe pas. Donc, le modèle danois, aussi enviable soit-il, ne garantit pas le bonheur absolu. C'est ça, le Danemark nous montre qu'il n'y a pas de recette miracle au bonheur. Chaque société a ses forces, ses faiblesses. Et ses contradictions. Exactement. Mais attention, le Danemark a beaucoup de choses à nous apprendre. Ah oui? Ils sont pionniers dans plein de domaines. Prenons le développement durable, par exemple. Oui, le développement durable. Ils sont leaders mondiaux dans l'énergie éolienne. Ah oui, c'est vrai. Ils ont mis en place des politiques sociales innovantes, comme le congé parental partagé. Ça permet aux pères et aux mères de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Exactement. C'est vraiment intéressant. Ils ont vraiment une vision à long terme. Une volonté de construire une société plus juste, plus durable, plus humaine. Voilà. Bon, on a parlé janteloven, hijj. Y a-t-il d'autres aspects de la culture danoise qu'on devrait connaître? La culture danoise est très riche. Oui. Ils sont fiers de leur patrimoine artistique littéraire. On pense à Hans Christian Andersen, évidemment, oui, l'auteur de La Petite Sirène, le vilain petit canard. Des contes traduits dans le monde entier. Exactement. Il y a aussi le philosophe Søren Kierkegaard, considéré comme le père de l'existentialisme. Kierkegaard. Et puis le peintre Wilhelm Hammershøi, connu pour ses intérieurs mélancoliques, ses paysages brumeux. Hammershøi, oui. Et en musique, Qu'est-ce qu'on écoute au Danemark? ils ont une scène musicale très dynamique, avec des groupes de rock, de pop, de jazz, Ah oui, et même du métal. Vous connaissez Merciful Fate. Merciful. Un groupe culte. J'avoue, je suis plus branché folk. Chacun ses goûts. Mais j'aime bien découvrir de nouveaux skills. On pourrait dire que la culture danoise est à la fois classique et moderne, traditionnelle et avant-gardiste. Oui, je vois l'image. Ils savent préserver leur héritage tout en s'ouvrant au monde. On a l'impression qu'ils ont trouvé un bel équilibre. C'est ça. D'ailleurs, en parlant d'équilibre, on a un peu délaissé la gastronomie. Ah oui, la cuisine danoise. J'imagine qu'on ne mange pas que des sandwichs à 21 $ au Danemark. Heureusement, non. La cuisine danoise est délicieuse. Ah oui. Elle est basée sur des produits frais, locaux,
avec une influence scandinave, bien sûr. Donnez-moi des exemples. Alors, il y a le smørbrød, par exemple. Le smørbrød. Oui, c'est un sandwich ouvert, garni de poisson, de viande, de fromage. Ah oui, j'en ai déjà vu des photos, ça a l'air délicieux. Il y a aussi les fricadellés, des boulettes de viande, et le rødgrød met fløte, une compote de fruits rouges servie avec de la crème. Ça donne envie. Et en boisson. De la bière, j'imagine. Oui, la bière Carlsberg est très populaire. Carlsberg, oui. Et ils ont aussi d'excellentes aquavit. Des aquavit. Oui, des eaux de vie aromatisées aux herbes. Ah d'accord. À consommer avec modération, bien sûr. Note prise. Bon, on a vraiment fait le tour du Danemark, là. On a couvert pas mal de sujets. De la géographie à la gastronomie, en passant par l'histoire, la culture. Le Danemark est un petit pays, mais il a beaucoup de choses à nous raconter. C'est incroyable. C'est un véritable concentré d'Europe du Nord, avec sa propre identité, ses forces, ses contradictions. C'est ce qui le rend si fascinant. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur les relations du Danemark avec ses voisins nordiques. Oui, bien sûr. On a parlé de famille nordique, mais est-ce qu'il y a aussi des tensions, des rivalités entre ces pays? Comme dans toute famille, il y a des hauts et des bas. Oui, forcément. Les pays nordiques ont une longue histoire commune, marquée par des alliances, des guerres, des dominations. Par exemple, la Norvège, qui a été sous domination danoise, puis suédoise. Exactement. Est-ce que ces épisodes historiques ont laissé des traces? Oui, forcément, l'histoire laisse toujours des traces. Mais aujourd'hui, comment ça se passe entre ces pays? Aujourd'hui, les pays nordiques coopèrent étroitement au sein du Conseil nordique. Le Conseil nordique. Oui, c'est une organisation qui promeut la coopération régionale. Ah, d'accord. Ils partagent des valeurs communes, un modèle social similaire, une vision du monde proche. Donc, une vraie solidarité nordique. Oui, malgré les différences, les rivalités historiques, il y a un sentiment d'appartenance à une même famille. Une volonté de travailler ensemble. Exactement. Pour relever les défis du XXIe siècle. C'est une belle conclusion. On a beaucoup appris sur le Danemark aujourd'hui et on a même voyagé un peu dans toute la Scandinavie. J'espère que ce voyage vous a plu. Un voyage virtuel mais riche en découvertes. Oui, vraiment. Et à vous, chers auditeurs, on espère que cette plongée au cœur du Danemark vous a donné envie d'en savoir plus. On a vu que ce pays, malgré sa petite taille, a une histoire riche, une culture vibrante. Et un modèle de société qui inspire le monde entier. Tout à fait. Mais n'oublions pas cette touche de mystère. Le paradoxe du bonheur danois. Exactement. Pays heureux, fort taux d'antidépresseurs, on a exploré quelques pistes, mais La question reste ouverte. c'est ça. Peut-être que la clé du bonheur danois, c'est justement cette capacité à accepter les paradoxes. Embrasser la complexité de la vie. Oui, c'est une belle réflexion. Le Danemark nous invite à sortir des clichés, à regarder au-delà des apparences. Derrière l'image idyllique, il y a une société qui se questionne, qui évolue. Qui cherche à s'améliorer. Exactement. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon du Danemark. Il n'y a pas de modèle parfait. Il n'y a pas de recette miracle au bonheur. Chaque pays, chaque individu, Doit trouver sa propre voie. en s'inspirant des autres, en restant ouvert aux nouvelles idées. En cultivant la curiosité, l'esprit critique. Le Danemark nous montre qu'il est possible de construire une société plus juste, plus durable, plus humaine. Oui, Mais ce chemin, c'est à chacun de le tracer. à son rythme, en fonction de ses valeurs, de ses aspirations. Voilà. C'est une belle note d'espoir pour conclure notre exploration. Merci beaucoup de nous avoir guidés dans ce voyage au Danemark. Merci à vous. Et à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans un autre coin fascinant du monde.